Bon, bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, mon nom est Marianne Davignon. Je suis professeure à l'Université Laval dans le programme de psychoéducation à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Mais j'ai fait un doctorat en travail social, puis je viens vous parler aujourd'hui des soins palliatifs pédiatriques parce que c'est vraiment le cœur de ma recherche comme professeure. Je m'intéresse aux aspects psychosociaux dans les familles quand il y a des problématiques de santé graves. Donc, mais la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, elle est vraiment teintée de mon expérience. J'ai été travailleuse sociale dans l'équipe de soins palliatifs pédiatriques au CHUL, donc dans la région de Québec, il y a plusieurs années. Par après, elle est teintée aussi de mes lectures, de la littérature, qu'est-ce que je vois dans mes recherches dans la littérature au niveau des aspects psychosociaux, des aspects pédagogiques aussi que je vais parler aujourd'hui. Puis, elle est teintée aussi des témoignages que je rencontre lorsque je fais des recherches sur le terrain, donc des recherches quantitatives, des recherches qualitatives, mais auprès de, par exemple, la fratrie. J'ai un grand intérêt au niveau de la fratrie en soins palliatifs pédiatriques. Donc, là, je suis habitée de leurs témoignages. Je suis habitée aussi du témoignage des pères. J'ai fait une recherche en collaboration sur les pères en soins palliatifs pédiatriques. Aussi, les intervenants de première ligne, je vais vous en parler aujourd'hui. Et puis, les parents qui reçoivent un diagnostic anténatal sévère. Donc, tous les enjeux, tous les bouleversements psychosociaux. Donc, c'est de ça que je vous parle aujourd'hui. Donc, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît qu'il y a des spécificités au niveau des enjeux psychosociaux lorsque les soins palliatifs touchent un enfant. Hein? Pourquoi on reconnaît que c'est vraiment spécifique? Bien, parce que l'enfant est vraiment un être en développement. Il est en développement au niveau physique, donc physiologique, mais aussi un développement au niveau cognitif. Hein? Il va voir le monde de façon différente, il va comprendre le monde dans une trajectoire développementale qui va évoluer dans le temps. Aussi, un enfant, sa famille, c'est son univers. Donc, quand on est en face d'un enfant en soins palliatifs pédiatriques, on reconnaît la place vraiment importante, prioritaire qu'occupent les parents. C'est les principaux prestataires de soins, souvent. Donc, souvent, ça va être, il va y avoir un soin qui vont être réticents à accepter un enfant, mais si c'est papa, si c'est maman qui le fait, bon, okay, ça va mieux passer. Donc, les parents, l'importance de l'approche familiale, en fait. L'implication d'un village hein, pour accompagner un enfant, on le dit souvent, il faut tout un village, bien, ça veut dire la présence accrue des grands-parents. Ça veut dire des amis à l'école qui sont touchés par la situation. Ça veut dire la communauté, le quartier, hein, les amis qu'on rencontre au parc, qui sont affectés, qui sont touchés par cette situation-là. Donc, ça touche beaucoup de monde quand ça arrive. On a parlé par la présentation un petit peu plus tôt de Dr Marquis des avancées hein, médicales, technologiques qui font en sorte qu'il y a des enfants qui vont transiter vers les soins adultes parce qu'il y a ces belles avancées-là. Mais ça fait en sorte que la famille va vraiment soigner un enfant sur de longues années. Donc, des maladies vraiment dans une longue trajectoire. Donc, l'importance du répit pour des enfants qui sont très impliqués dans les soins puis qui peuvent vraiment s'épuiser. Évaluation, gestion de la douleur, c'est aussi une spécificité parce qu'on a des enfants qui ne communiquent pas comme des adultes, soit parce que c'est des enfants, c'est des êtres en développement, mais aussi parce que des fois, il va y avoir des atteintes au niveau de la communication. Donc, il faut que ça soit une préoccupation. L'évaluation par certaines créativités au niveau de la douleur, mais aussi la gestion de la douleur par d'autres façons, des fois, d'aller gérer la douleur. Oui, pharmacologique, mais ça peut être par des massages, ça peut être par de la visualisation, ça peut être par d'autres choses qu'on peut être actif. Le vécu des soignants. Hein, donc, on en a parlé depuis quelques minutes déjà, depuis le début de la journée. C'est un tabou, l'enfant qui va décéder, l'enfant qui est gravement malade, le fait que les parents vont survivre à l'enfant. Donc, c'est un tabou aussi pour les soignants. Hein, donc, ça bouleverse au niveau existentiel, au niveau émotif. Donc, il faut s'occuper aussi de ces soignants-là. Le deuil, la notion de la conception de la mort est liée aussi à notre compréhension, à notre traitement de l'information. Donc, pour l'enfant, la conception de la mort va évoluer selon les âges. Donc, on doit l'approcher de façon différente avec un enfant.
Et puis, le deuil de son enfant pour un parent, c'est terrible. Il faut qu'il y ait un suivi de deuil et puis c'est central aux soins palliatifs pédiatriques. Les enjeux éthiques, on vient d'en parler beaucoup avec Martha, mais tout simplement pour soulever l'idée que le consentement, l'autonomie, c'est des notions qui ont une place centrale en soins palliatifs pédiatriques. Donc, tout ça fait en sorte que c'est spécifique en soins palliatifs pédiatriques. Quand je parle à des parents dans les recherches, puis que je leur demande de revisiter l'annonce d'un diagnostic à issue potentiellement fatale, d'un pronostic incertain, on parle de cauchemar, de crise, vraiment d'épée Damoclès qu'on voit ici. Donc, vraiment, là, à partir de ce moment-là, ben, les enfants vont vraiment avoir, ben, les enfants, les parents, la famille, vraiment des conséquences importantes de cette réalité-là. Je vous présente certaines répercussions psychosociales, familiales qui vont être catégorisées dans la littérature selon différents thèmes. D'abord, l'aspect cognitif. Hein, ça va être vraiment un stresseur au niveau cognitif et ça pour tous les membres de la famille. Donc, l'importance accordée à la maladie grave de l'enfant. Ça, c'est la perception que l'enfant va comprendre de sa maladie, les frères et sœurs, mais aussi les parents. Et là, je soulève l'importance des conditions génétiques ici et de toute la culpabilité qui peut être apportée par les parents qui peuvent se sentir responsables de l'atteinte de leur enfant. Variation selon les membres de la famille, c'est selon le développement. Hein? Donc, un enfant, un frère ou sœur, si on ne lui partage pas des informations claires à ce sujet-là, il peut avoir de la culpabilité. On dit des informations claires, oui, mais quand on n'a pas ces informations-là, au niveau de la clarté des informations puis d'une quantité suffisante, on peut aller se combler au niveau de notre besoin d'information par l'imaginaire. Ça, c'est pour les enfants. Donc, on peut s'inventer, c'est peut-être moi qui a causé ça quand on s'est bataillé, puis là, il y a eu mal au ventre, on est allé à l'hôpital, puis il y a une découverte, par exemple, d'une certaine tumeur ou d'une certaine maladie. L'enfant, qu'on ne lui partage pas vraiment le pourquoi des choses, il peut vraiment venir combler ce manque de connaissances-là par l'imagination. Tout ça, toutes ces informations-là ou ce manque d'informations-là ou qu'est-ce qu'on vit dans le quotidien va avoir un impact au niveau des émotions que la famille va vivre. Donc, la maladie grave par ses conséquences, hein, par le bouleversement du quotidien, par l'intensité des soins, par le fait que papa et maman sont partis lors d'hospitalisation, ça va entraîner des émotions chez les jeunes patients, puis aussi chez les frères et sœurs. Donc, de l'insécurité, de la peur, de la culpabilité, de la colère, de la honte, de la tristesse, du désespoir, de l'espoir aussi. C'est des choses que j'ai entendues aussi beaucoup auprès des familles. Réaction face aux pertes, hein, la perte d'avoir un enfant en santé, quand la personne est enceinte, grossesse normale depuis le début, puis on reçoit un diagnostic anténatal avec un sombre pronostic, c'est le deuil face à l'attente d'un bébé en santé. Le deuil des capacités physiques de l'enfant aussi, dans le cas de maladies dégénératives, donc la perte de certains acquis. La perte d'un compagnon de jeu aussi, d'un compagnon qui est au même statut que nous pour un frère ou une sœur. Donc, il y a vraiment plusieurs conséquences émotives qui vont se vivre et elles doivent être accompagnées, normalisées. Donc, vraiment, là, un soutien, c'est un facteur de protection incroyable. Un soutien pour les parents, un soutien pour les frères et sœurs, pour l'enfant, mais aussi pour des acteurs comme, par exemple, les grands-parents. Il y a dans la littérature aussi, qu'est-ce qu'on lit, puis je trouve toujours ça très important de le dire, c'est que la maladie grave d'un enfant dans la famille, les soins palliatifs pédiatriques, c'est aussi une occasion de valorisation personnelle. C'est aussi des gains. C'est le développement, par exemple, d'une maturité chez certains frères et sœurs, chez certains enfants malades. C'est des occasions de croissance aussi, qui vont être vécues par des parents, par exemple, lors de la perte de leur enfant, qui vont transformer leur deuil de façon constructive au niveau d'un legs pour la société, d'une fondation, des choses comme ça. Mais quand on lit sur
cette croissance post-traumatique, le concept, ben, on s'aperçoit que pour avoir cette résilience-là, le facteur du soutien social, donc un soutien entre les conjoints, un soutien de sa communauté, un soutien auprès de professionnels de la santé, est toujours un facteur de protection essentiel. Donc, croissance, oui, mais lorsqu'il y a un accompagnement. La maladie grave, ça affecte les activités quotidiennes. On a une famille où il y avait différents frères et sœurs, puis des différentes fratries, je veux dire, il y a l'enfant malade, il y a ses frères et sœurs, il y avait des activités de loisirs, par exemple, il y avait des activités familiales. Bien, il y a vraiment une réorganisation des tâches, des responsabilités familiales qui se vit de façon très importante et elle n'est pas sans conséquences. Donc, une perturbation de la routine liée aux hospitalisations, une diminution de la présence physique, donc de disponibilité pour les enfants ou pour le soutien pour l'autre conjoint, mais aussi une diminution de la présence affective des parents. Donc, les frères et sœurs peuvent dire, oui, mes parents sont là, mais mes parents sont peinés, mes parents sont occupés. On dirait qu'ils ne sont pas vraiment là. Je les sens présents, mais je ne les sens pas disponibles. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui peut être vécu. Par rapport à cette réorganisation dans les rôles, les responsabilités familiales, l'absence d'avantage d'un parent, par exemple, pour des soins ou des hospitalisations, bien, il va y avoir une réorganisation des rôles dans la famille. Qu'est-ce qu'on aperçoit, qu'est-ce qu'on se rend compte dans la littérature? C'est que c'est souvent les grandes filles, les filles aînées de famille qui peuvent démontrer des comportements de parentification. Ce qui fait que je vais faire soit que c'est demandé de façon explicite aux grandes filles de prendre plus de responsabilités, de s'occuper de fratries plus jeunes, ou par souci de protection des parents. Mes parents en ont déjà beaucoup sur le dos, je vais me faire tout petite, je vais travailler fort à l'école, je vais m'occuper des frères et sœurs plus petits, je vais me faire des tâches. Bien ça, on le voit souvent dans la littérature et moi, je l'ai vraiment entendu auprès de fratries. Puis ça, bien, si ce n'est pas adressé, il peut avoir des conséquences au niveau du développement de ces enfants-là. Ensuite de ça, des impacts financiers. On parlait au début dans les premières conférences qu'il peut y avoir des essais expérimentaux qui peuvent être proposés, même de façon concomitante à des soins palliatifs pédiatriques. Mais ça veut dire se déplacer à l'extérieur de la province des fois. Ça peut vouloir dire engager des frais. Impact financier, c'est aussi le choix d'un des deux parents de rester davantage disponible, donc de quitter sa carrière pour s'occuper de l'enfant qui est davantage malade. Effet sur la santé des proches, bien, qu'est-ce qu'on se rend compte dans la littérature? C'est que les parents d'enfants en soins palliatifs pédiatriques vraiment atteints de conditions chroniques complexes vivent davantage d'effets négatifs sur leur santé mentale et physique. Donc, on pourrait relever des états de stress post-traumatique, de la fatigue, de l'épuisement, des symptômes dépressifs anxieux, la difficulté de sommeil. Hein, souvent, le sommeil, c'est quelque chose qui est vraiment touché dans ces maladies-là. L'augmentation des symptômes d'un trouble déjà présent. Un parent qui avait déjà des maux de dos, déjà des tendinites, déjà des maux qui étaient présents, bien, ça peut être exacerbé à cause du stress, à cause du manque de sommeil notamment. Ces parents consommeraient davantage d'antidépresseurs, de tabac, de drogue. La fratrie aussi, on peut relever des effets sur la santé au niveau de la fratrie. Hein, j'ai déjà parlé de certaines problématiques de comportement, notamment chez les plus jeunes frères. Ça, c'est un groupe qui est davantage, dans lequel on observe davantage de problématiques comportementales, notamment à l'école. Ça peut être des troubles d'adaptation, des comportements davantage plus agressifs, des comportements externalisés. Donc, ils rendent extérieur leur colère, leur peur, leur culpabilité. Puis, chez les filles, les plus vieilles filles, ça va être davantage des comportements internalisés. Donc, ils vont avoir plus des comportements d'isolement, de peine, de repli sur soi. Les frères et sœurs d'enfants gravement malades, bien, ils consulteraient moins les professionnels de la santé physique et dentaire comparativement à une population normale. Donc, c'est vraiment un effet qui est tangible, qui est concret.
D'autres stresseurs, ben, ça se joue aussi au niveau des relations interpersonnelles. C'est une crise dans la famille. Donc, inévitablement, cette crise-là, ben, il va avoir des répercussions dans les relations familiales. Il peut avoir des enjeux de surprotection puis de dépendance. C'est facilement observable dans des études dans lesquelles on demande aux parents de nous exprimer le niveau des besoins ou les conséquences vécues chez les frères et sœurs. Donc, quand on demande aux parents leur perception d'eux, puis on fait la même mesure pour les frères et sœurs, par exemple, c'est quoi les conséquences qu'ils vivent de la situation de la maladie grave dans la famille chez l'enfant, bien, on voit souvent que les parents ont une perception davantage plus importante, plus grave des conséquences que vivent les frères et sœurs. Pourquoi? Bien, souvent, il y a un enjeu de protection. Hein, il y a de la culpabilité qui est vécue par les parents. Et puis, ils voudraient tout faire, hein, ces parents-là. Ils voudraient être auprès des frères et sœurs, mais ils sont auprès de l'enfant malade qui a besoin de lui. Donc, il y a vraiment une culpabilité qui est vécue. Puis, il y a ces enjeux-là vraiment de surprotection. L'enjeu de surprotection puis de dépendance va être vécu de façon difficile par les adolescents qui qui sont atteints d'une maladie grave, mais qui sont rendus à l'adolescence, puis qui ont besoin de cette autonomie-là, hein, le développement de leur identité, tout ça. Mais qui, depuis tout petit, ils se font souvent surprotéger, ils se font beaucoup couver par les parents. Donc, ils peuvent vivre difficilement ces enjeux d'autonomie-là. Et puis, il peut y avoir l'inverse aussi. Moi, qu'est-ce que je voyais souvent en clinique? C'est des parents qui étaient vraiment protégés par un enfant qui est protecteur. Donc, quand les enjeux de protecteur pour l'enfant, quand les frères et sœurs veulent protéger leurs parents, puis que ce n'est pas adressé, qu'on ne leur donne pas un espace pour davantage se faire protéger par les parents, bien, le parent peut devenir protégé par un enfant. Ça veut dire l'enfant va décider de vraiment s'occuper de ses choses, ne va pas aller chercher du réconfort chez les parents parce qu'ils savent déjà très en détresse. Donc, ils vont davantage chercher à protéger le parent. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va chercher à rétablir. C'est un équilibre qui est rompu. On va chercher vraiment à ce que le parent protège son enfant, mais que lui ait sa place au niveau d'un professionnel de la santé, d'un psychologue, d'un travailleur social pour recevoir le soutien dont il a besoin, mais pas auprès des enfants. Répartition du pouvoir, on va voir ça aussi dans les enjeux psychosociaux. Martha en a parlé un petit peu tantôt. C'est quoi le meilleur intérêt de l'enfant? Donc, ça va être lié au sentiment de protection de la famille face au patient. Est-ce que je lui dis tout? Est-ce que je décide pour lui? Je sens déjà qu'il est fragile, il en vit beaucoup, il est vulnérable. Je vais chercher à le protéger, je vais prendre d'autres décisions pour lui. Mais ça va à l'encontre de l'autonomie, du consentement. Il peut y avoir aussi dans les maladies chroniques à long terme des enjeux de bénéfices associés au statut d'enfant malade qui peuvent s'observer aussi. Donc, ça transforme les relations familiales. Il y a une perte d'équilibre à ce moment-là où l'enfant va chercher à profiter de ces bénéfices d'enfant malade-là. Puis ça peut être vécu avec beaucoup de difficultés chez les frères et sœurs. Il y a des agents stresseurs qui vont être vécus au niveau des relations interpersonnelles, bien sûr, mais notamment au niveau de la communication. Donc, tous les enjeux de communication puis les bris de communication vont être vraiment observés dans les situations de maladie grave chez l'enfant dans une famille. Donc, la communication des émotions et de l'information. Donc, on pourrait décider de ne pas parler d'un certain sujet dans une famille, de rendre un sujet tabou. Hein, notamment la mort prochaine. Donc, ça pourrait être tabou. Donc, vraiment, on n'en parle pas. Ça n'existe pas. Mais ça engendre beaucoup de détresse chez les personnes qui ont besoin de parler de cet élément-là. Ça, c'est souvent, c'est toujours en lien avec la souffrance des personnes, avec des désirs de protection. Donc, les motivations sont nobles, mais les moyens sont malsains. Des émotions qui sont mal exprimées ou mal interprétées peuvent amener des conflits dans ces familles-là. On pense notamment à un couple
qui vit pas la détresse liée à la maladie grave de son enfant, cette surcharge-là, le couple peuvent ne pas le vivre de la même façon. La mère pourrait avoir davantage besoin de parler de ses émotions, d'être écoutée, et tandis qu'un père pourrait davantage être dans les tâches, être dans des choses concrètes, être dans la fuite vers des éléments plus normatifs, comme le sport, par exemple, pour se changer les idées, pour s'amener des bouffées d'air un peu. Puis ça, quand la communication est rompue, on ne se parle pas de comment on se sent, mais ça peut être mal interprété, puis créer des conflits. Bon, j'avais parlé tantôt que quand on ne laisse pas circuler l'information, qu'on ne répond pas aux questions, par exemple, des enfants, ou on laisse place à un tabou, on comble notre information par l'imaginaire, par des recherches sur Google. Ça, ça peut être très, très, très dramatique pour des enfants, des adolescents, même des parents. Donc, on va favoriser vraiment une communication claire, directe, honnête, adaptée pour tous. Voyons. Ça ne change pas. OK. Il va y avoir de l'isolement qui peut être vécu dans le parcours de la maladie. Un isolement qui peut être lié à l'état de santé de l'enfant. Donc, on va limiter ses contacts sociaux parce que son système immunitaire, par exemple, est fragilisé. Donc, plus fragile par rapport aux infections virus. Donc, garderie, fête d'enfants, tout ça, les frères et sœurs pourraient se faire dire non, c'est pas un bon moment, ton frère ou ta sœur n'est pas dans un bon état en ce moment, donc on va remettre ça à plus tard. Donc, ça peut être vécu. Isolement des membres de la famille parce qu'il y a beaucoup de temps consacré aux soins. On peut avoir un enfant qui est dépendant à certaines technologies aussi. Donc, c'est plus difficile de le déplacer. Ça prend beaucoup de temps pour les parents. Donc, ça devient une surcharge de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Un isolement social aussi peut être lié à l'attitude de l'entourage. J'aime pas le regard qui est porté vers moi, c'est un regard de pitié. J'ai pas envie de raconter encore une fois la semaine qu'on a passée à l'hôpital, où j'ai l'impression de déranger. Donc, il peut y avoir un repli sur soi à ce moment-là. C'est pour ça souvent que ces familles-là, ces parents-là, ces frères et sœurs-là vont donc trouver beaucoup de satisfaction dans les groupes d'entraide, avoir besoin de rencontrer des gens qui vivent la même chose qu'eux. Et puis, dans la pandémie, notamment, j'entendais des parents en oncologie qui disaient que c'est quelque chose qui leur manquait beaucoup parce qu'avant, l'étage était un lieu de socialisation entre familles. Mais là, avec la pandémie, c'était davantage les gens dans les chambres, puis il y avait moins cet espace de soutien social-là entre personnes qui vivent la même réalité. L'école, c'est plus qu'un milieu d'apprentissage pour l'enfant. Donc, de plus en plus dans la littérature, on va parler d'enfants qui est scolarisés de plus en plus tard dans sa trajectoire de maladie, de frères et sœurs aussi qui bénéficient d'une présence à l'école parce que c'est d'autres alliés, c'est d'autres acteurs qui peuvent leur venir en aide. Les pairs, je parle des amis, des enseignants. OK. Les soins palliatifs pédiatriques, on l'a vu depuis le début, c'est une approche holistique par une équipe interdisciplinaire qui veut favoriser la meilleure qualité de vie dans une épreuve qui est la maladie grave puis la fin de vie d'un enfant. Ça veut dire l'implication de psychologues, de travailleurs sociaux qui vont adresser ces difficultés psychosociales-là. Cet accompagnement-là va être pour accompagner par rapport à l'adoption de meilleures stratégies d'adaptation au diagnostic, mais à toutes les étapes suivantes. Soutenir, accompagner les enfants dans une démarche structurée pour eux, avec un espace à eux. Animer des groupes d'entraide. Favoriser la communication au sein du couple, au sein de la famille. Accompagner le parent dans son rôle parental. Donc, ne pas prendre sa place aux parents pour donner l'information, mais accompagner le parent pour que lui donne l'information importante aux frères et sœurs ou à l'enfant. Les enjeux psychosociaux qu'on voit dans la littérature aujourd'hui, contemporain, il y a les aspects de transition. Comment accompagner la transition quand l'enfant survit à la pédiatrie puis s'en va vers des soins adultes?
comment faire les suivis de deuil. Où est la place du suivi de deuil de ces familles-là? Est-ce que c'est en centre tertiaire? Est-ce que c'est dans la communauté, dans la première ligne? Où est la meilleure place du suivi de deuil parce qu'il est fondamental? L'accompagnement dans l'incertitude. On parle beaucoup de pronostics incertains, d'incertitude depuis le début de la journée. Bien, l'incertitude, c'est difficile parce que ce n'est pas de l'information claire. Donc, il doit y avoir un accompagnement à cette incertitude-là. Les aspects multiculturels qu'on a parlé avec Martha tout à l'heure, ça, c'est des enjeux psychosociaux qui doivent être accompagnés de façon différente. Puis les nouvelles réalités familiales aussi qui sont plus si nouvelles, mais qui font en sorte que papa, maman, des fois, ont des nouveaux conjoints, des nouveaux enfants, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de grands-parents impliqués, beaucoup de frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs, qui fait en sorte que la famille est vraiment une constellation. Voilà pour les aspects psychosociaux. Je glisse doucement vers les enjeux pédagogiques parce qu'on va souhaiter que ces intervenants-là soient le plus compétents possible pour accompagner ces familles-là qui vivent vraiment des bouleversements importants. Par contre, on parle d'éducation en soins palliatifs pédiatriques vraiment dans des centres spécialisés, en centres tertiaires, en centres quaternaires, dans des équipes spécialisées, hein, où ils vont parler de pédagogie au niveau de la gestion des symptômes, de l'expertise sur les conditions rares, les pronostics incertains, l'accompagnement à la prise de décision, etc. Mais l'hôpital tertiaire, ce n'est pas un milieu de vie. On y passe pour être soigné par des équipes spécialisées. Les enfants atteints de maladies graves, complexes, chroniques vont être là longtemps, mais en in and out. Ils vont venir être hospitalisés, ils vont retourner à la maison, etc. L'enfant qui est gravement malade, sa famille, le couple, ceux qui reçoivent un diagnostic anténatal, bien, ils vivent dans une communauté, dans un quartier. Ils fréquentent l'école pour la fratrie, pour l'enfant malade. Donc, eux doivent être considérés dans la pédagogie sur les soins palliatifs pédiatriques, sur l'éducation à la mort, l'éducation au deuil, hein, l'importance du répit, la sensibilisation publique des soins palliatifs pédiatriques. C'est pour ça que j'ai mis cette diapositive-là de Pallium Canada qui vient nous parler de communauté compatissante. Oui, il y a les soins de santé importants, hein, on voit en bleu, mais il y a tous les autres milieux qu'on doit inclure dans notre pédagogie en soins palliatifs pédiatriques, dans notre éducation. Je veux vous parler, avant de terminer, d'un petit projet de recherche que j'ai fait, que je suis vraiment pleine de témoignages dans ma tête. Je suis allée rencontrer les intervenants de première ligne en CLSC, en communauté, auxquels la requête des soins palliatifs pédiatriques, la fin de vie, se fait à domicile. Donc, on est dans un CLSC, on est en communauté, ils reçoivent la requête. Comment se sentent ces intervenants-là en première ligne face à l'accompagnement d'un enfant en soins palliatifs? Hein, quelles sont leurs souffrances? J'ai mis en rouge ici, oui, c'est vrai, c'est ressorti beaucoup dans mes résultats au niveau de la dimension professionnelle, pardon. Il y a un manque de formation puis difficulté de le maintenir. C'est les aspects cliniques, hein, les soins qui sont différents. Quand ils ne soignent pas un adulte, ils soignent un enfant. Mais regardez tout ce qui est ressorti comme souffrance. Hein? Donc, une relation qui est difficile avec la famille parce que la confiance n'est pas établie. Il y a un lien très fort avec l'équipe tertiaire, mais là, l'équipe de première ligne arrive, on ne se connaît pas, c'est difficile en fin de vie d'établir une confiance. Manque de compétences dans l'approche familiale. Ça n'a pas quoi faire avec les grands-parents, la fratrie, les difficultés de communication. Ensuite de ça, la dimension organisationnelle, je la nomme parce qu'elle est ressortie vraiment très forte. C'est comme s'il n'y a pas de culture de soins palliatifs pédiatriques au niveau de la première ligne. Hein? Ça prend 15-20 minutes de visite pour un adulte, bien, on n'adaptera pas. On va demander la même chose à l'intervenant, alors que c'est un système familial qu'il va rencontrer, que le développement de la confiance avec l'enfant est beaucoup plus long. Donc, il manque de flexibilité. Puis ça leur donne des souffrances. Difficulté dans la continuité des soins, dans les canaux de communication qui semblent inefficaces. Dilemmes moraux aussi, une souffrance chez les intervenants de première ligne, de dire, bien là, c'est-tu de l'acharnement thérapeutique? On me demande de faire ces soins-là, mais moi, il me semble qu'il est trop souffrant, cet enfant-là. Donc, ils sont souvent tenus à l'écart des décisions de la communication. Puis ça leur amène une souffrance.
Tout ça fait en sorte que si on laisse la pédagogie, l'éducation plus au niveau tertiaire, bien, on manque des acteurs vraiment importants. Ils doivent faire partie de l'équation. Ils doivent recevoir cette pédagogie des soins palliatifs pédiatriques-là. Et ce n'est pas seulement de la formation clinique et du maintien, c'est vraiment une dimension personnelle, existentielle, puis des adaptations au niveau organisationnel. Donc, je termine en soulignant qu'apprendre ensemble les enjeux pédagogiques, c'est une responsabilité qu'on souhaite partager. Hein? C'est des multiples acteurs. C'est les acteurs scolaires, c'est les acteurs communautaires, les acteurs de première ligne, les acteurs tertiaires. C'est l'humilité. Je reviens encore à la notion d'incertitude. Hein, l'information claire, nette et précise est difficile à donner parce qu'on ne le sait pas souvent auprès de ces enfants-là. Donc, ne pas savoir, ne pas être l'expert, mais être humble par rapport à ça. Et puis, la boussole de Claude Julie-Bourque du début de la journée. Hein, se centrer sur l'enfant, sur sa famille. Vraiment, se centrer sur leurs besoins parce que chaque famille est unique. Puis, je dirais aussi, pas perdre comme boussole aussi les soignants, hein, parce qu'il y a de la souffrance qui se vit au niveau des soignants. Ça, c'est important de l'adresser pour qu'ils puissent être bien, puis à continuer de faire cet accompagnement-là.